Ser la radio. Ce 29 mai 2021, au Chili, se dérouleront les élections des conseillers des Français de l'étranger. Scrutin initialement reporté en raison du contexte de pandémie dans lequel nous nous trouvons depuis l'année passée. Mais évidemment, cette situation ne doit pas pour autant sonner l'arrêt complet de la vie citoyenne et électorale, bien au contraire peut-être. Pour tenter de pallier aux difficultés que nous impose le statu quo, la Z, Web Radio des Français d'Amérique latine, a proposé aux têtes de liste de participer à la réalisation d'un format radio original avec pour préoccupation d'encourager la citoyenneté de nos compatriotes. La Z, dans un souci d'impartialité, offrira donc à chaque candidate, puisqu'elles ne sont que des femmes de tête de liste ici au Chili, 20 minutes d'enregistrement chacune. 5 thématiques leur seront proposées, chaque fois les mêmes, afin qu'elles puissent faire entendre leurs positions, leurs convictions, leurs sentiments au regard de notre société et au fond, bien sûr, convaincre les électeurs français du Chili. À chaque fois, 3 minutes maximum leur seront allouées pour chacun des 5 thèmes suivants. Premièrement, la place et le rôle de la France et des Français à l'étranger et au Chili en particulier, bien sûr. Deuxièmement, le terrorisme dans le monde et en France en particulier. Troisièmement, les crises économiques des subprimes au post-Covid. Quatrièmement, l'éducation et la mondialisation. Cinquièmement, le changement climatique. Nous conclurons par 3 minutes supplémentaires afin qu'elles puissent s'exprimer plus librement quant à leur programme. Catherine Blanche, bonjour. Bonjour Ludovic. Vous êtes tête de liste écologie et solidarité pour notre avenir commun pour la circonscription du Chili. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette proposition très intéressante. Merci beaucoup. Avant de commencer avec les thématiques citées ci avant, un petit rappel des attributions ici en jeu. Les conseillers des Français de l'étranger ont pour mission d'être des élus locaux et de proximité qui connaissent, soutiennent et représentent les Français de l'étranger auprès de l'ambassade et du consulat. Élus au suffrage universel direct pour un mandat normalement de 6 ans, mais qui se limitera à 5 pour cette mandature en raison des bouleversements dus à la pandémie, ces élus siègent au conseil consulaire et sont chargés d'émettre des avis sur les questions inhérentes à la vie quotidienne des Français de l'étranger. Consultés pour toutes les questions relatives à l'emploi, la santé, l'apprentissage, l'enseignement ou encore la sécurité. Ces conseillers des Français de l'étranger ont à se prononcer par exemple sur les bourses demandées par les Français pour étudier dans les lycées français, ainsi que sur les subventions accordées aux associations ayant un lien avec la France ou la langue française. Dans le monde, ces conseillers sont au nombre de 447. Il est à noter qu'ils sont également chargés d'élire les sénateurs des Français de l'étranger. Ce rappel étant fait, je vous propose, Catherine, de vous laisser la parole pour le premier thème, la place et le rôle de la France et des Français à l'étranger et au Chili en particulier. Vous avez 3 minutes. Oui, alors c'est vrai que la France, les Français à l'étranger et au Chili sont une vraie richesse. C'est une vraie richesse d'un point de vue humain. C'est une vraie richesse d'un point de vue de l'approche sociétale, que le vivre ensemble puisse fonctionner. C'est aussi une vraie richesse d'un point de vue de l'influence et du lien avec cette France républicaine et universelle. Il faut savoir quand même que quand on parle des Français à l'étranger, on parle de plus de 30% de binationaux, donc de nationalité du pays de résidence. Et sur ces 30%, il y a une majorité qui sont jamais venus en France et certains qui parlent même plus le français. Et ça, c'est aussi une vraie richesse. Et je crois que c'est très important pour la France de tenir compte de toute cette diversité. Alors, cette présence à l'étranger, évidemment, elle permet à la France d'avoir des atouts politiques en cas de crise, en matière aussi de politique d'influence. Ce sont évidemment des points d'appui économiques pour développer les échanges commerciaux, pour développer aussi les échanges de bonnes pratiques, et puis évidemment en termes d'échanges culturels, d'échanges scientifiques. Alors peut-être pour parler un petit peu plus spécifiquement du Chili, je crois que oui, la France a influencé depuis toujours le Chili. Alors difficile en 3 minutes de tout citer, mais
On pourrait parler de médecine, d'architecture, des arts évidemment, hein, le cinéma français qui est considéré comme un ciné d'art ici, la musique, la littérature, peut-être de façon plus globale l'art de vivre à la française, la gastronomie, les vignobles évidemment. Alors peut-être citer, je parlais d'échanges scientifiques, les Atacama avec tout le thème de l'astronomie. Et puis en ce moment, donc il y a une grande étude climatique et océanique qui est portée par la fondation Tara pour les océans, et il y a de très forts liens et de très forts échanges qui sont menés avec les élèves des établissements français, donc notamment de Concepción, de Viña ou de Santiago. Et puis forcément, on est au Chili, je peux pas faire l'impasse sur les relations fortes et entretenues avec les familles, avec de nombreuses familles qui ont permis de sauver de nombreuses vies au moment du coup d'État et de la dictature de Pinochet. Et toutes ces familles qui sont revenues ensuite au Chili, des couples mixtes, donc des familles avec des retornados. Et ça, c'est un pont très important entre nos deux pays qui font vivre des valeurs de défense de démocratie, de multilatéralisme, de coopération internationale. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire vivre, au travers de nos entreprises, de nos étudiants, de nos établissements scolaires et de nos projets de coopération internationale. C'est une grande richesse que vous nous évoquez ici, avec cette thématique sur laquelle j'espère que nous aurons l'occasion de revenir. Deuxième thème pour ce format, le terrorisme dans le monde et en France en particulier. Catherine, vous avez 3 minutes à nouveau. Oui, alors le terrorisme. Déjà, je crois que forcément, on ne peut que dénoncer le terrorisme. C'est une introduction nécessaire. Alors évidemment, après avoir dit ça, peut-être qu'il faut regarder d'un peu plus près ce que c'est que le terrorisme, d'où il naît et comment il est traité par les gouvernements actuels. Je crois que ce qu'on peut observer, c'est quand même que les politiques menées jusqu'à maintenant à l'égard de cette criminalité terroriste, elles sont au mieux inefficaces et au pire contre-productives. Je crois qu'on observe vraiment un populisme sécuritaire, une surenchère répressive avec toujours plus de restrictions à notre liberté d'expression. Et je crois que ça fonctionne pas. Finalement, on observe plutôt des lois de réaction qui sont votées très rapidement, plutôt que de mettre en œuvre un meilleur encadrement des forces de l'ordre, et puis de donner plus de moyens réels d'action pour les services publics de sécurité, les services publics de justice, que ce soit en termes d'investigation, de coopération à l'échelle européenne et aussi à l'échelle mondiale. Parler évidemment du caractère transnational du terrorisme. Comment est-ce qu'on peut prôner une fermeté sur un territoire national et en même temps passer des accords commerciaux ou militaires avec des États qui sont soupçonnés d'entretenir des liens avec les réseaux terroristes. Et puis voilà, je crois que les solutions qui sont un peu à la mode maintenant, qui misent sur la surveillance généralisée, je crois que c'est vraiment pas la panacée et que au contraire ça pose un problème majeur pour nos libertés et que ça peut engendrer de vraies dérives. Alors le plus important quand même, peut-être, c'est effectivement les racines et le terreau sur lequel prospèrent tous ces discours de haine, ces discours de radicalisation. Alors je pense évidemment à la disparition des services publics de proximité, l'abandon de tous les outils d'émancipation et de réparation du lien social, l'éducation populaire, la prévention spécialisée. On sait que l'éducation et la culture, ce sont des piliers essentiels pour l'acquisition de valeurs communes, de vivre ensemble, pour la construction de l'esprit critique, le débat. Et tout ça, en fait, toutes ces politiques publiques ont été malmenées. Il y a eu un vrai désengagement de l'État, et voilà. Et tout ça, en fait, ce sont des politiques de prévention. Et c'est un volet vraiment à part entière. Je crois que la République doit s'incarner dans cette promesse d'égalité dans les services publics, d'éducation, de solidarité, d'accès aux ressources et de vivre ensemble. Et je crois qu'il faut vraiment arrêter d'opposer des croyances, mais plutôt travailler sur la recherche de cette égalité républicaine et en commençant à s'attaquer à toutes les discriminations, quelles qu'elles soient, et se battre pour se mieux vivre ensemble.
Se battre pour un mieux vivre ensemble. Belle conclusion, Catherine, merci beaucoup. Troisième thème, on continue, c'est un peu la course, mais c'est aussi une course aux élections. Les crises économiques des subprimes au post-Covid. Vous avez à nouveau 3 minutes. Oui, alors sur les crises économiques, il y a beaucoup à dire aussi. Peut-être, je crois qu'on assiste en fait à un véritable effondrement. Un effondrement du modèle économique qu'on connaît, du modèle capitaliste, basé sur la dérégulation, la financiarisation, l'individualisme, le libre-échange à tout prix. Et puis finalement, crise après crise, on se rend compte que ça fonctionne pas. Et qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'en fait, à chaque fois, ce qu'on peut observer, c'est que tout est fait pour sauver le modèle actuel et attendre la prochaine crise. Donc, effectivement, au moment de la crise des subprimes, on a vu les États, les organisations internationales qui ont littéralement volé au secours des banques pour les renflouer et qui ont malheureusement pas saisi l'opportunité qui était présente pour réguler davantage ce secteur de la finance, pour lutter contre les activités les plus toxiques et pour remettre de l'économie réelle au cœur de notre système économique. On parle de financiarisation, je peux pas faire l'impasse sur les paradis fiscaux. Moi, je me souviens de Nicolas Sarkozy qui nous disait les paradis fiscaux c'est fini. On en est loin, on en est très très loin. Et tout ça, ce sont des sommes d'argent considérables qui s'échappent et qui sont d'autant de ressources fiscales en moins pour investir dans la solidarité, dans les services publics et évidemment dans la transition écologique. Alors, on parle de crise du modèle économique. Évidemment, le Chili, malheureux, magnifique exemple. Ce pays laboratoire du néolibéralisme depuis Pinochet et l'application donc des théories de l'école de Chicago. On a vraiment une ultra-libéralisation dans tous les pans de la société. Et on voit avec la crise actuelle, mais on le voit depuis octobre 2019, même si on le savait déjà, à quel point ce système en fait il repose sur une inégalité qui va enrichir toujours un petit nombre et qui va mettre dans la misère toute une majorité à côté. Alors la crise du Covid, elle révèle aussi que les États, en ayant délocalisé à tout prix, finalement sont très dépendants et très peu résilients au moment de crise majeure. Et je crois que vraiment dans la période qui vient, il va falloir repenser notre modèle. Il va falloir davantage miser sur la proximité, miser sur les circuits courts, sur l'innovation dans nos pays. Évidemment, miser sur les services publics. Je crois qu'on va vraiment devoir revenir à une société plus sobre, plus socialement égalitaire, arrêter avec ce consumérisme à tout prix, développer un nouveau modèle en fait vertueux, socialement inclusif, tolérant. Envers tout le monde, envers les minorités, quelles qu'elles soient, et évidemment plus respectueux de notre planète. Je pense que sans le vouloir, ou peut-être que si, vous avez organisé la transition vers le 4e thème, qui est l'éducation et la mondialisation. Je vous laisse continuer. 3 minutes supplémentaires, Catherine. Oui, alors l'éducation, j'ai eu l'occasion d'en toucher 2 mots un petit peu avant. C'est un thème central. C'est un thème central pour nos politiques et pour l'organisation de notre société. Alors au début, je pensais mondialisation, éducation. On pourrait penser à une éducation lissée, normée. Et moi, je crois au contraire que l'éducation, en fait, ça doit permettre à chacun et à chacune de choisir sa voie. Et pas celle en fait qui nous est imposée. L'éducation, en fait, pour moi, c'est vraiment construire une société différente. On parlait plutôt de terrorisme, de modèle économique ultralibéral, de société individualiste. Je crois qu'il est là, en fait, le vrai enjeu en termes sociétal. C'est comment est-ce qu'on peut mettre au cœur de nos politiques éducatives des valeurs de partage, des valeurs de solidarité, de respect de notre environnement. Comment est-ce qu'on peut apprendre de façon différente, par l'expérience, par exemple. Et puis, évidemment, comment est-ce que on met en avant les cultures locales, les savoir-faire locaux. Je crois vraiment à un système éducatif public de qualité dès la petite enfance. On sait que ça réduit les inégalités, on sait que ça réduit la violence.
Voilà, je pense notamment à l'éducation des filles en matière d'émancipation, d'égalité des chances. Voilà, pour tout ça, évidemment, il faut une volonté politique et il faut du financement. Alors, je pense à la France et au dispositif, au réseau magnifique qu'a la France à l'étranger, ce réseau formidable d'établissements scolaires. On a une chance extrême et en même temps, on a des gouvernements successifs qui ont abandonné cette mission de service public finalement au profit d'écoles privées qui deviennent de plus en plus chères. Et finalement qui, je crois, vont s'adresser de plus en plus à une minorité et favoriser toujours un système élitiste. Voilà, le réseau AEFE, comme on l'appelle, donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, il a vraiment subi de très très fortes dégradations ces dernières années. Alors le gouvernement actuel, en 2017, il y a eu des coupes budgétaires brutales. Voilà, quand même, il faut rappeler que c'est 33 millions d'euros en moins sur le budget de l'AEFE. Il y a eu des suppressions d'une très grande ampleur de postes de fonctionnaires détachés. Et puis en même temps, on nous annonce une volonté de doubler les effectifs des élèves. Donc on se demande un petit peu comment ça va se passer. Voilà. Et c'est vrai que oui, nous ce qu'on voit ici sur le terrain, c'est que la conséquence première, c'est un renchérissement du coût de la scolarité et les familles ne peuvent plus payer. Voilà. Donc je crois que vraiment, pour moi, c'est vraiment une priorité que les familles françaises qui résident ici au Chili. Et c'est l'accès, à l'enseignement de leur choix pour leurs enfants. On sait que c'est primordial pour ces familles et il faut vraiment se battre pour ça. Merci beaucoup Catherine Blanche. 5e thème de ce format, le changement climatique. Je sais que c'est un thème qui vous tient à cœur. 3 minutes également. Oui, alors évidemment, c'est un thème qui me tient très à cœur. C'est un sujet critique, je dirais. Oui, on le sait, j'ai pas besoin de le rappeler, même si je vais le faire, mais je crois qu'on vit vraiment de façon indéniable un changement climatique provoqué par l'homme. Voilà, tous les modèles de prévision qui nous alertent depuis des décennies se sont révélés exacts, et c'est pire en fait parce que maintenant ils sont trop optimistes. Donc là, on est vraiment dans un emballement. Et en fait, il n'est même plus question de la France ou du Chili. Là, c'est toute notre planète qui va devoir s'adapter, s'adapter face à l'acidité des océans, à la montée des eaux, au dégel du permafrost, aux événements climatiques de plus en plus extrêmes. Voilà, tout ça, tout le monde le sait. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est la grande question quand même. On sait que il faut une réduction des émissions de 65% d'ici 2030 pour contenir un réchauffement à peu près en dessous de 1,5 degré. Mais pour ça veut dire qu'il va falloir agir maintenant et qu'il faut agir de façon radicale. Ça veut dire changer de modèle dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans les transports, dans les logements et dans le développement économique de façon générale. Alors évidemment, ça a un coût, le coût de la transition écologique, mais finalement, je crois que le coût d'inaction, il est bien plus lourd. Alors, un point qui est important et moi qui me semble essentiel, c'est que cette transition écologique, elle doit être menée dans la justice sociale. En fait, il faut absolument pas que l'écologie précarise. Au contraire, il faut qu'elle permette de sécuriser et d'améliorer les conditions de vie des plus fragiles et des personnes qui sont les plus exposées au changement climatique. Donc, je crois qu'il faut vraiment penser le projet écologique d'ensemble et sortir du piège qui oppose la relance économique d'un côté, le projet écologique de l'autre. Donc ça veut dire qu'il faut recréer de la confiance au niveau démocratique. Alors évidemment, je pense à la Convention citoyenne pour le climat qui a été mise en place suite au mouvement des Gilets jaunes. Je crois que c'est un exercice vraiment intéressant qui a vraiment montré que des personnes étaient en capacité de se positionner sur des mesures radicales de justice sociale. Et malheureusement, notre président l'a utilisé comme un gadget et il n'a vraiment pas pris au sérieux le travail de ces personnes. Alors peut-être pour terminer, je dirais qu'il y a quand même deux choses moi qui me semblent importantes à souligner. D'un côté, c'est la force des jeunes. Je vois les marches pour le climat. Je trouve que c'est une merveilleuse démonstration que la jeunesse se bouge et qu'elle peut faire bouger la société. Et puis toutes les politiques et tous les décideurs au niveau local. Je crois que le fait d'avoir des maires écolos qui montrent que c'est possible à l'échelle locale de faire vivre des projets, un nouveau modèle,
sur des listes, sur des projets citoyens de rassemblement dans des dynamiques collectives. Je crois que ça, c'est essentiel. Et nous, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on a envie de porter ici au Chili avec notre liste, de faire vivre l'écologie et de répondre à cette urgence sociale et environnementale de façon collective et rassemblée à gauche. Et un rassemblement. Merci beaucoup Catherine. Pour terminer, vous avez 3 minutes en toute liberté. Je vous laisse donc défiler le sablier. Alors j'y vais. Donc merci de me laisser ce temps final pour présenter un petit peu le programme et puis le pourquoi de notre candidature. Voilà, nous notre engagement il est clair. Il est écologiste, il est social et il est transversal. Vraiment, on est dans un engagement de défense des services publics au nom de la protection de l'environnement, au nom des biens communs, au nom de la protection sociale et au nom de la dignité humaine. Alors, ça veut dire défendre une sécurité sociale qui soit efficace, défendre une politique de protection des Françaises et des Français en matière de retraite. Ça veut dire aussi soutenir la communauté française locale en renforçant le réseau scolaire français et en permettant l'accès de toutes les familles qui le désirent aux établissements de l'AEFE. Ça veut dire aussi appuyer les entrepreneurs, les travailleurs, les étudiants, les associations françaises de la circonscription. Ça veut dire aussi favoriser l'accès à la culture. Et puis, c'est évidemment la lutte contre toutes les formes de discrimination, le respect de la parité et la protection des plus fragiles. C'est aussi l'amélioration de notre réseau consulaire pour qu'il puisse répondre au mieux aux besoins de toutes les citoyennes, de tous les citoyens. Alors concrètement, quelques petits exemples de nos propositions. Nous, on demandera une réforme du barème des bourses, un arrêt de la discrimination des Français de l'étranger face au calcul des retraites, une annulation des délais de carence. On luttera contre la privatisation rampante du réseau éducatif, contre la précarisation des personnels. On travaillera à la labellisation E3D dans les établissements, c'est-à-dire une démarche de développement durable. On appuiera la création d'associations FLAM, donc français langue maternelle pour les enfants qui n'ont pas accès aux établissements français. Et on souhaitera aussi l'ouverture du programme STAFF, donc de soutien aux associations, aux petites entreprises, aux TPE et aux PME. Voilà, peut-être ajouter on a 2 axes centraux aussi dans notre candidature, la transparence et le collectif. La transparence, ça veut dire qu'on s'engage à participer, à rendre compte des réunions du conseil consulaire, à participer à ces réunions. Et puis collectif, ça veut dire qu'on veut associer la communauté française aux décisions des conseils consulaires. On veut mettre en place des organes de consultation citoyenne pour que les citoyens soient vraiment au cœur de cette action. Voilà. Alors ma candidature, c'est un peu difficile en si peu de temps de me présenter, mais voilà mon expérience de représentante syndicale, ma militance écologiste, féministe. Voilà, je suis une professionnelle de l'éducation. Voilà, je connais beaucoup de thématiques. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir défendre notre communauté. Voilà, notre liste, c'est une liste riche, diverse. On a des parcours, des expériences qui sont vraiment diverses. On est présent à Santiago, mais on est aussi présent en région. Ça, c'est vraiment très important. Alors peut-être pour conclure, pour pas trop dépasser le temps, je dirais que voilà, nous on a vraiment un projet qui veut mettre les citoyennes et les citoyens au cœur du réseau consulaire. Et voilà, donc pour mettre dans ce réseau plus d'écologie, plus de solidarité, plus de justice sociale, finalement, il n'y a qu'un seul choix à faire. C'est de voter pour notre liste d'Union de la gauche, écologie et solidarité pour notre avenir commun. Et c'est une fabuleuse façon de terminer. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Catherine Blanc. Je rappelle, vous êtes tête de la liste écologie et solidarité pour notre avenir commun pour la circonscription du Chili. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bon vote. Voilà, je crois que l'essentiel aussi, c'est d'aller voter. D'aller voter, bien évidemment. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci également aux auditeurs et à tous ceux qui nous apportent leur soutien. La Z, l'école de la parole, comme nous l'appelons, c'est la web radio au service des Français d'Amérique latine. Alors, n'hésitez pas à nous écrire et à nous faire part de vos commentaires par mail zed.laradio@gmail.com ou via WhatsApp, comme on le fait à l'accoutumée ici en Amérique latine, plus 56 9 42
44 60 02. Merci encore et très belle fin de journée à vous, Catherine. Merci, bonne fin de journée, au revoir. C'est la radio.